Eh bien bonjour, merci de nous rejoindre. Il n'est pas tout à fait 14 heures, donc on va attendre l'heure prévue pour débuter cette conférence, cette table ronde concernant l'intégration des énergies renouvelables au réseau électrique, avec en sous-titre opportunité et rentabilité de solutions de stockage. On va parler beaucoup de stockage aujourd'hui. On va essayer d'avoir une vision un peu large avec eh bien, des opérateurs comme le groupe Saft au niveau mondial, et puis l'éclairage aussi d'un cabinet de consulting Clean Horizon avec Samuel Portebeau, qui va nous dire un petit peu lui comment il voit le marché en complément effectivement de l'intervention de Monsieur Lippert. Et puis nous rentrerons dans le vif du sujet pour savoir eh bien, comment et quelles opportunités se présentent au territoire national français, puisque on va quand même parler de la spécificité des caractéristiques de la France, pour que dans le mix énergétique, on retrouve beaucoup plus d'énergie renouvelable, notamment dans le scope de la transition, à condition bien évidemment qu'on arrive à les stocker, à les garder, à les réinjecter dans le réseau au bon moment, au bon endroit et pour les bonnes personnes. Alors je rappelle que dans le contexte actuel de la transition énergétique qui promeut le renforcement dans le mix de production d'électricité, la production d'électricité d'origine renouvelable, le développement du stockage d'électricité couplé à une telle production pourrait s'accélérer. En tout cas, c'est ce que les pouvoirs publics souhaitent à travers le législatif, mais aussi ce que le marché apparemment appelle de ses voeux, notamment dans les zones non ou faiblement interconnectées. Je pense aux zones insulaires, je pense à la Bretagne, à Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans lesquelles la pénétration des ENR est plus significative, mais aujourd'hui réglementée et limitée à 30% du mix de production. Dans cette conférence, je vous le disais, on va essayer de présenter les principaux modèles technico-économiques de couplage ENR stockage qui pourraient être déployés dans ces zones, comme par exemple les batteries, on en parlera, ainsi que les solutions originales de stockage d'électricité pouvant être couplées au réseau de distribution. Donc j'ai avec moi Jean-Philippe Roudil, qui est directeur du département économie et prospective RTE, Laurent Carcinti, qui est consultant senior à la direction technique chez ERDF, Philippe Malbranche, qui est directeur général CEA INES, Institut national de l'énergie solaire, Michael Lippert, qui est directeur marketing et développement pour le groupe Saft, qui est un groupe mondial, un opérateur mondial, Samuel Portebeau, sous Portebeau, Portebeau, ben voilà, en plus c'est plutôt bien de s'appeler comme ça, Portebeau, qui est analyste chez Clean Horizon, Jérôme Biret, qui est président de la commission région ultramarine au CER, et qui nous parlera du cas spécifique des DOM. Et puis Alexis Gertz, qui est ingénieur attaché à la direction à la CNR. Donc j'essaierai plus tard de développer ces acronymes. Je vais d'abord donner la parole à Jean-Philippe Roudil, donc, qui va commencer à nous exposer un petit peu le cadre de cette table ronde. Je vous en prie, allez au pupitre, vous avez un micro et une petite télécommande pour les illustrations que vous avez souhaité nous amener. Très bien, merci à tous, bonjour. Donc, je suis directeur du département économie et prospective chez RTE. RTE, c'est le gestionnaire du réseau de transport électrique en France. Et donc, nous nous occupons de deux choses. D'abord, de gérer une infrastructure qui est l'infrastructure des grandes lignes de transport d'électricité à 1500 000 volts, 225 000 volts et puis jusqu'aux 63 000. Et puis, on assure aussi l'équilibre à tout instant du système électrique. Et c'est un peu au titre de ces deux fonctions-là que je vais un petit peu m'exprimer sur la thématique d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que le fonctionnement du système électrique, généralement, c'est un petit peu mystérieux. Donc il y a beaucoup aussi de choses qui se disent, parfois justes, parfois moins justes, beaucoup de fantasmes autour du fonctionnement de ce système électrique. Et justement, lorsqu'on est finalement dans une période qui est une période un peu de tourbillonnement de technologie, de changements quand même assez profondes, de ce à quoi on est habitué, autant sur le plan de la production que sur la consommation, j'insiste bien, on voit aussi beaucoup de changements se passer sur la consommation, que ce soit en termes de maîtrise de la demande en énergie ou de la maîtrise de la demande en puissance. Et bien c'est vrai qu'il faut se poser des questions, on peut essayer de mettre les choses à plat pour voir où on va, et cette table ronde va essayer d'y contribuer. Pour ma part, je vais vous un petit peu livrer le sentiment que l'on peut avoir
maintenant que l'on voit la transition énergétique qui a été amorcée ces dernières années. Elle a commencé à peu près au début des années 2000. Je dirais qu'il y a quand même plusieurs phases dans les problématiques d'intégration au réseau électrique, où au fur et à mesure qu'on gagne disons, en niveau de déploiement, il faut aussi qu'on gagne en maturité des technologies et de l'action des uns et des autres. Et donc les problèmes peuvent s'accroître, mais simplement on a du temps pour pouvoir y répondre. Donc la première phase, je dirais, le premier enjeu que l'on a lorsqu'on est au début du développement des énergies renouvelables sur le réseau électrique, c'est vraiment la problématique du raccordement. Ça, c'est très simple, tout le monde peut comprendre. Il faut construire les infrastructures adaptées à ce type de production-là, plus diffus, du coup, qui pose des questions pour nous de prévisibilité et de planification. Il faut qu'on arrive quand même à pouvoir construire les capacités d'accueil qui permettront ensuite de raccorder les porteurs de projets. Il faut aussi qu'on arrive à adapter le cadre un petit peu dans lequel on vit. Et ça, on l'a beaucoup fait via un dispositif assez spécifique à la France, qui est le dispositif des schémas de raccordement des énergies renouvelables, les fameux S3R ENR que les professionnels du secteur connaissent bien. Et finalement, cet outil-là nous a permis, et je pense que c'est le principal point positif de ce document-là, de vraiment planifier nos ouvrages de renforcement en co-construction quasiment avec les acteurs. C'est-à-dire que finalement, on a partagé sur les projets de renforcement qu'on allait créer, à la fois sur les transformateurs, les postes de transformation, les postes sources que des fois on prévoyait d'implanter, puis les quelques aussi projets de ligne que l'on allait créer. Et ça, vraiment, voilà, on n'est pas parti avec notre vision, on a pris la vision des producteurs, et on avait aussi besoin d'avoir un accord de leur part, parce que derrière, de toutes les façons, ils allaient financer au prorata de la capacité d'accueil qu'ils allaient utiliser, ils allaient financer ces ouvrages. Et donc, le dispositif a plutôt bien fonctionné. Les S3R ENR ont été là en temps et en heure. Je pense que par rapport au délai de réalisation des schémas chapeaux, qui étaient les schémas du climat, de l'air et de l'énergie, qui ont pris quand même plusieurs années à sortir, les S3R ENR, on a, dans l'ensemble, essayé de tenir le délai des 6 mois. Peut-être que des fois, on a mis un tout petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Et donc, voilà, il y a eu cette phase de problématique de raccordement. Et au début, et on y est encore un peu, c'est presque le principal enjeu du point de vue du réseau, c'est le raccordement. Ensuite, progressivement, quand vous montez en puissance, vous allez avoir donc, c'est le raccordement et presque le raccordement du point de vue infrastructure. Vous voyez, simplement, il faut avoir des câbles, il faut avoir des transfos pour pouvoir évacuer la production d'énergie renouvelable. Et puis après, au fur et à mesure qu'on grandit en taille du parc installé, il faut raisonner performance des installations. Au début, on n'avait pas beaucoup de contraintes sur les performances des installations. Vous pouvez l'imaginer, la qualité de l'électricité sur le réseau, elle obéit à un certain nombre de normes. On doit avoir une fréquence à 50 Hz, une qualité aussi de l'onde de tension qui est normée dans tous les points du réseau. Et il s'agit de faire en sorte que quand même les installations de production d'électricité qui nous servent à permettre d'équilibrer le réseau puissent résister à quelques aléas sur cette fréquence, cette tension. Et au début, on n'avait pas mis d'exigences sur la production de l'ENR. Et puis, au fil des années, on a accru ces exigences-là. Il y en a déjà beaucoup plus maintenant qu'avant. Mais ça va continuer. C'est-à-dire que, typiquement, on va vers des dispositions, on va aller vers des dispositions où on demandera aux installations de pouvoir beaucoup plus nous aider sur l'appui, notamment en tension, plan de tension que l'on peut avoir sur nos réseaux, tant sur le réseau de transport que de distribution, je pense. Donc ça, c'était quelque chose qui est encore assez peu fait aujourd'hui, mais la caractéristique des installations d'énergie renouvelable, c'est d'avoir beaucoup d'électronique de puissance, donc en clair, beaucoup d'onduleurs, en fait. C'est à la fois derrière l'éolien et le photovoltaïque, vous trouvez des onduleurs. Et donc, avec ces onduleurs, on peut pouvoir beaucoup mieux piloter la tension que ce que l'on fait aujourd'hui. De même, ça nous a, ce aussi dont on s'est doté progressivement, c'est des outils qui nous permettaient d'avoir une bien meilleure prévisibilité et observabilité des installations d'énergie renouvelable. On a mis en place, par exemple, le dispositif IPES pour prévoir, disons, en J-1, ce qu'allait être la production éolienne ou photovoltaïque. Et évidemment, c'est très important quand vous avez des parcs de 10 gigawatts en éolien, de 5 gigawatts en photovoltaïque,
c'est assez crucial de pouvoir faire cela. J'aurais juste une précision, M. Roudil, pour essayer de comprendre à quel moment EDF, parce qu'avant que RTE et RDF existent, c'était EDF, à quel moment on a commencé à se poser la question de l'intégration des ENR dans le réseau? Est-ce que ça remonte à une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, ou est-ce que c'est un sujet qui avait été déjà exploré il y a plus longtemps? Non, on a été pragmatique, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question de l'intégration progressivement au fur et à mesure que les installations arrivaient et que les problèmes survenaient. Typiquement, on a eu des problèmes à un moment, effectivement, d'engorgement des files d'attente, on n'avait pas de visibilité sur les projets qui pouvaient réellement aboutir. On a fait évoluer le cadre juridique et le cadre contractuel dans lequel on faisait les raccordements. Et progressivement aussi, quand on a vu que les filières s'enrichissaient en termes de capacité installée, on a développé la prévisibilité parce qu'on en avait besoin. Donc il n'y a pas eu de grand plan, on va dire, stratégique, ex-ante, avec disons, la connaissance parfaite de ce qui allait se passer. Plutôt une adaptation progressive et pragmatique, finalement, aux problèmes que l'on voyait. Et ça n'a pas posé de difficultés majeures. Enfin, faut quand même voir aussi que, certes, on vit des ruptures en ce moment sur les technologies du système électrique, mais finalement, par le passé, le système électrique a aussi vécu des ruptures. Au début, il s'agissait quand même on a construit le réseau électrique pour évacuer la production hydraulique des endroits qu'il y en avait vers les centres de consommation. On s'est ensuite adapté pour raccorder un parc thermique conséquent. Puis il y a eu le parc nucléaire. Donc à chaque fois, c'était des enjeux très différents. À chaque fois, il fallait s'adapter. Et on l'a fait. Aujourd'hui, on s'adapte à la production d'énergie renouvelable qui est conséquente, mais on y arrive. Tant qu'on n'a pas des phénomènes de bulles de type de celui qu'on a pu avoir en Italie ou en Allemagne avec des installations de 10 gigawatts par an, par exemple, sur une filière, ça se fait relativement bien. Les rythmes actuels d'installation de 1 gigawatt d'éolien et de 1 gigawatt de photovoltaïque par an, on va dire, sont tout à fait compatibles avec l'adaptation. Pour garantir pour garantir le bon fonctionnement du réseau, c'est ce que vous nous dites finalement. Oui, c'est-à-dire que je dis ce que je dis, c'est qu'il y a plusieurs phases. Et la phase où on commence vraiment à être sur des choses qui devraient être très en rupture par rapport à celles qu'on connaît aujourd'hui, c'est quand même plutôt pour la France une phase à 2030. C'est-à-dire quand vous commencez à être sur des taux de pénétration d'ENR hydraulique inclus autour de 40%, là, effectivement, il faut parler stockage. Là, on commence à aller sur des choses qui, effectivement, sont des évolutions plus profondes que celles dont je parlais jusqu'à présent. Mais on n'y est pas encore. Il nous reste 15 ans. Voilà, il nous reste 15 ans. Alors, ce qui est vrai, c'est que d'autres pays y sont. C'est-à-dire que, plus ou moins, c'est-à-dire que l'Espagne y est, l'Allemagne en est pas si loin que ça. Parce qu'effectivement, tous les pays en Europe ne sont pas allés à la même vitesse dans le développement de ces technologies. Mais nous, pour l'instant, il ne faut pas surestimer les difficultés que l'on a en intégrer les ENR aujourd'hui. En tout cas, les difficultés, on en a quelques-unes, mais je vous les ai listées, et c'est des choses que l'on apprend maintenant à améliorer et à mieux traiter. En revanche, effectivement, sur le long terme, et ça c'est donc la dernière étape, on va dire, l'installation de volumes d'ENR très conséquents qui commencent à devenir très sensibles dans le mix soulève des questions toutes simples en fait, que je vais un petit peu vous illustrer justement avec ces slides. Alors on les a étudiés dans le cadre du bilan prévisionnel que l'on vient de sortir, et que RTE publie chaque année et qui permet de dresser un état des lieux assez complet de ce qui se passe tant du côté de la demande que de la production en matière d'électricité. Donc je vous invite tous à le télécharger si ce n'est déjà fait. Là peut-être vous illustrer ce qui se passe en 2030 et effectivement pourquoi on peut avoir des grandes difficultés. Aujourd'hui, si vous voulez, on est habitué à gérer le système électrique, alors pas que nous d'ailleurs, pas que RTE, mais aussi les producteurs et les fournisseurs qui ont des clients. On le gère globalement à partir de la demande qui a ce profil très particulier. Ce trait noir, c'est le trait de la demande nationale au niveau France, qui a ce profil très particulier. Donc là, c'est une semaine d'été, avec finalement ce pic qui va... Comme là, on est en été,
le pic a lieu vers midi, 14h, 15h. Peut-être que je... Oui. Oui. Allô. Donc, en fait, là, on est sur une semaine d'été. Donc, la demande, là, vous la voyez tous les jours. Hein, vous avez toute une semaine. La demande, c'est cette courbe noire. Là, vous avez le pic, qui est le pic diurne, en fait, donc autour de 14 heures, on va dire, quelque chose comme ça. 12h, 14h. Puis ensuite, ça diminue au fur et à mesure du soir. Et puis, ça se reproduit finalement tous les jours de la semaine comme ça. Le week-end, les gens travaillent moins, donc on voit une consommation qui est réduite. Et finalement, c'est un profil qui se répète, assez facile à prédire, et on a finalement articulé tout notre système électrique et le déclenchement des centrales de production en fonction de ce profil. Qu'est-ce qui va se passer demain avec du photovoltaïque, mais aussi avec de l'éolien? Alors là, on a représenté l'éolien qui est en bleu clair et le photovoltaïque qui est en couleur jaune, hein, c'est la production. Il va falloir s'adapter à ce qui va rester sur la demande moins la production d'énergie renouvelable. Donc là, moins l'éolien et le photovoltaïque. Et vous pouvez voir déjà que la forme de cette demande qu'on appelle la demande résiduelle, la consommation résiduelle, va changer. Au lieu d'avoir finalement un pic en milieu de journée, on va avoir un creux avec une pointe le matin et une pointe l'après-midi. Et c'est là qu'on commence à parler de flexibilité. Et c'est là qu'on commence à parler de flexibilité, exactement. Et puis vous voyez que ça, c'est l'impact du photovoltaïque sur le fait qu'on a des pointes et des creux qui ressemblent plus du tout aux pointes et aux creux que l'on avait aujourd'hui. Par exemple, on va avoir des creux de journée qui pourront être plus importants que les creux de nuit, ce qui, ça, est assez incroyable. Enfin, on n'a pas du tout ça aujourd'hui. Hein. Vous le voyez là sur le jour du mercredi. Hein. Mercredi, on a un creux de journée qui est plus bas que le creux de la nuit. Ce que l'on voit avec l'impact de l'éolien, c'est que là, l'éolien, bon, on l'a bien choisi, il est fort sur du lundi au vendredi. Et puis le samedi et le dimanche, il est beaucoup plus faible, ce qui fait que vous avez une consommation résiduelle le week-end qui est plus importante que la semaine. Là aussi, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et donc, il va falloir s'adapter à ça et avoir la flexibilité pour ça. Et donc, si j'avance, voilà, on a regardé du coup sur deux indicateurs quelles allaient être les conséquences de cette évolution avec ces scénarios-là fortement renouvelables. Alors, de mémoire, dans ces scénarios, hein, à 2030, on est autour de 25 gigawatts de solaire, 30 d'éolien. Enfin, c'est l'ordre de grandeur. Ce que l'on observe, c'est qu'on a une augmentation de la variabilité journalière de la consommation résiduelle, mais une augmentation qui est quand même nettement moins importante que celle que l'on observe sur la variabilité hebdomadaire. Là, vous voyez, dans les deux scénarios que l'on étudie, scénario diversification et nouveau mix. Alors, diversification, on doit être, par rapport aux chiffres que je vous listais, on doit être autour de 20 et quelques gigawatts d'éolien et puis peut-être une quinzaine de gigawatts de PV. Et c'est dans le nouveau mix où on sera à 25 à peu près de PV, 30 d'éolien. Donc en tout cas, dans les deux cas, on voit une augmentation de la variabilité résiduelle hebdomadaire nettement plus forte que celle de la variabilité résiduelle journalière, ce qui s'explique assez bien, c'est-à-dire qu'on a un impact de l'aléa éolien supérieur à l'impact de l'aléa photovoltaïque. Donc l'aléa éolien se caractérisant par une permanence finalement de quelques jours, on voit sa conséquence sur cet indicateur de variabilité hebdomadaire. Ce qui nous conduit à penser qu'on ne parle pas assez dans les problématiques de flexibilité et de stockage des besoins de flexibilité un peu plus longs que des besoins courts. Parce que généralement, et ça nous marque, moi quand je participe à des débats ou à des manifestations, des fois je vois des gens qui parlent de moyens de flexibilité extrêmement fins, capables de réagir, on va dire, à la seconde, mais sur des pas de temps extrêmement faibles. Je pense que ça a de la valeur, évidemment, hein, on ne nie pas ça, et c'est vrai quand on regarde aussi des indicateurs comme les rampes de flexibilité, on peut voir de la valeur associée à ça. Mais néanmoins, attention, les quelques études prospectives que l'on peut faire aussi sur des scénarios lointains pour nous conduisent à penser qu'il y aura un vrai sujet économique
autour du déplacement quand même de volume d'énergie sur des périodes assez longues qui sera très important. Parce qu'on sera soumis à des aléas qui vont se caractériser par justement cette persistance sur plusieurs jours en fait. Oui, ce que vous nous dites, c'est que plus les aléas sont nombreux et récurrents, plus on va avoir un problème de modèle économique, si je résume. Oui, là où vous avez raison, c'est que ce n'est pas tellement un sujet technique en soi, c'est-à-dire que techniquement, on devrait pouvoir arriver à piloter le système électrique et le faire fonctionner, y compris avec ces univers-là. Simplement, ce qu'on dit, c'est qu'on va vivre à ces périodes-là des moments où on sera en surplus de production pendant quelques jours parce qu'il y aura beaucoup de vent, beaucoup de soleil. Et que par contre, il va y avoir d'autres moments où on n'aura pas ça. On aura besoin de toutes les capacités de production thermique disponibles pour pouvoir, et de tous les moyens de flexibilité justement à construire pour pouvoir équilibrer et satisfaire la demande. Et c'est effectivement là un enjeu économique. Bon, si je résume un peu votre pensée et quelque part les éléments de prospective que vous nous livrez, quand on est avec un parc nucléaire, tout est très simple finalement. C'est simple puisqu'on sait ce qu'on produit, on peut délester, on peut revendre, on peut racheter, on peut équilibrer. Là, c'est une question très précise, est-ce que c'est la diversité des flux ENR qui pose problème ? C'est-à-dire que l'éolien, c'est pas le photovoltaïque, etc. Ou est-ce que c'est simplement le fait que ça se pilote plus difficilement ? Alors vous avez répondu partiellement à cette question, mais voilà, ce que je voudrais savoir, c'est avant. Donc avant, c'est les centrales nucléaires, pour faire simple. Hein, et puis demain. Alors déjà, piloter un système électrique avec des centrales nucléaires, c'est pas si simple que ça. On s'est aussi adapté. Je simplifie. Et au demeurant, on a développé des capacités de stockage aussi pour le renouvelable, les STEP que l'on a développés en France, aussi pour le nucléaire, se sont développés à la base aussi pour équilibrer de la production nucléaire. Et d'une certaine façon, d'ailleurs, les contraintes peuvent se ressembler, celles qu'on peut avoir sur les deux filières. Mais ce qui est vrai quand même néanmoins, c'est que l'éolien et le photovoltaïque se caractérisent par le fait qu'on ne maîtrise pas le moment où ces deux filières produisent. En termes d'enjeux économiques, on va avoir des mégawattheures qui vont arriver à des moments où on n'aura pas trop besoin. Et il y a d'autres moments où on aura besoin de mégawattheures. Si on n'arrive pas à trouver une solution pour pouvoir déplacer les mégawattheures des moments où on en a trop vers des moments où on n'en a pas assez, on aura un sujet économique, c'est sûr. Merci Jean-Philippe Roudy, venez nous rejoindre. Alors, il n'y a qu'une chaise disponible, elle a été laissée vacante, ou alors on vous interpellera pour les questions-réponses un petit peu plus tard. J'aimerais à Laurent Carcinti, qui est consultant senior projet Smart Grid chez ERDF, de nous éclairer un petit peu là aussi. Là, on passe du réseau à l'exploitant, de nous éclairer un petit peu sur cette problématique. On va enlever ce mot-là de notre vocabulaire, sur cette nouvelle question, ce nouveau questionnement sur le mix énergétique à 2030. Alors bonjour à tous. Donc, je travaille effectivement à ERDF, à la direction technique, donc sur les problématiques d'intégration et de déploiement industriel de solutions Smart Grid. Alors, la présentation que je vais vous faire, je dirais qu'elle est davantage portée sur les solutions qu'on commence à trouver en termes de Smart Grid dans les années proches à venir, davantage que sur la prospective plus long terme. Même si effectivement, le sujet de la table ronde est peut-être sur des solutions un peu plus long terme que celles que je vais vous présenter. J'en glisserai un mot quand même à la fin de ma présentation. Alors, un petit rappel du contexte. Donc, à ERDF, ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité des installations photovoltaïques et éoliennes sont raccordées sur les réseaux de distribution que nous gérons. Donc réseau moyenne tension et basse tension pour ce qui est du distributeur de ERDF. Alors, on a connu une croissance. Finalement, vous posiez la question tout à l'heure, depuis combien de temps les gestionnaires de réseaux, transport, distribution, se sont adaptés. Bien, moi, je dirais, ça fait une dizaine d'années, peut-être une quinzaine d'années, et ça s'explique. C'est-à-dire qu'on est industriel, on est pragmatique, et finalement, on adapte le réseau au moment où les contraintes arrivent,
où les ENR finalement arrivent. Et pour l'éolien, c'est 2005 environ. Hein. Pour le photovoltaïque, c'est plutôt 2009. Alors on arrive, après une croissance continue de ces deux filières, à 14 gigawatts d'éolien et PV raccordés sur le réseau ERDF. Alors finalement, ça explique que le raccordement et je dirais l'accueil de ces énergies renouvelables est un défi pour ERDF et un enjeu premier. Alors, Jean-Philippe Roudy a parlé des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Eh bien, ERDF y participe à ces schémas régionaux. Alors nous, on les appelle les SRER aux distributeurs. Donc, eh bien, aujourd'hui, on a la majorité des SRER qui sont approuvés et publiés. Et quelque part, ce sont les outils qui permettent d'anticiper la construction des réseaux nécessaires à accueillir finalement ces énergies renouvelables. C'est le meilleur moyen finalement d'anticiper les choses. Alors, il n'y avait pas de stratégie initiale il y a 30 ans. Par contre, moi, j'estime que cet objet-là est quelque part un objet réglementaire de préparation finalement à l'accueil de davantage d'énergies renouvelables. Alors, on accueille donc les énergies renouvelables, on communique de plus en plus sur finalement ce travail d'intégration et un exemple de communication, c'est le panorama de l'électricité renouvelable qu'on fait paraître en collaboration avec RTE, le CER et l'ADEF. Et alors, je ne pouvais pas finir ce panorama sans une évocation à la feuille de route d'industrialisation des smart grids au sein de RDF, alors, qui a été présentée en comité de concertation à la production, donc avec les différents syndicats de producteurs, et dont je vais extraire un certain nombre de solutions que je vais vous présenter tout de suite, qui sont finalement des solutions visant l'intégration des ENR. Alors, un petit rappel d'électrotechnique de réseau très bref. Avant, la production, ou les transits, on va dire les courants, allaient de la production vers la consommation. Et la tension, elle, diminuait le long des départs HTA. On est au niveau d'un poste source, là, et le long des départs HTA, eh bien, on avait une tension qui baissait au fur et à mesure le long de ces départs. L'arrivée, quel est l'impact finalement des ENR sur les réseaux? Eh bien, c'est d'inverser cette courbe, c'est-à-dire de se retrouver avec des tensions qui se mettent à augmenter, voire à augmenter au-delà des valeurs contractuelles ou normatives. C'est pour ça que les gestionnaires de réseau doivent trouver des solutions finalement par rapport à ces tensions hautes. Alors, deux types de solutions côté distributeur. Un premier, qui est assez simple, c'est la régulation locale de tension. Je suis à mon point de livraison, là où est raccordée finalement mon installation éolienne, photovoltaïque, et eh bien, je viens agir localement sur ma tension. Une autre solution, c'est la régulation coordonnée de tension, c'est-à-dire une solution finalement qui est mise en place au niveau d'un poste source, donc qui alimente bien sûr tous les réseaux HTA, et eh bien, pouvoir baisser la tension de consigne des transformateurs de ces postes sources pour que la tension soit dans les valeurs normatives partout sur le réseau. Donc deux étapes, et je vais détailler la première puis la deuxième étape. Alors, la loi de régulation de tension locale, en fait, c'est une loi très simple. Alors, c'est une loi énergie réactive, fonction de la tension. Donc, on joue sur l'énergie réactive pour, finalement, baisser cette tension. C'est une loi qui est simple de mise en œuvre. Elle peut être implantée dans les onduleurs photovoltaïques. Ça a été évoqué dans la présentation précédente. Et ça s'adapte, finalement, aux producteurs raccordés sur les départs mixtes, c'est-à-dire où on a production et consommation et risque finalement de perturbation des producteurs vis-à-vis des clients consommateurs. Donc cette solution, eh bien, on l'a expérimentée
sur une installation éolienne et sur 2 installations photovoltaïques. Les résultats sont très très encourageants puisqu'on a finalement observé que la tension restait dans les valeurs normatives grâce à cette loi de régulation. Finalement, ce REX favorable entraîne un futur déploiement très proche de cette loi dans notre documentation technique de référence à ERDF. Alors, on gagne bien sûr en capacité d'accueil, mais également, on optimise la sollicitation du réactif des installations de production, puisque on a une loi qui a une bande morte au milieu, c'est-à-dire qu'on ne sollicite pas en réactif lorsque le réseau n'a pas besoin finalement de ce réactif. Donc on a trouvé une loi optimale, on va dire, pour optimiser également le réactif des installations de production. Alors, je vais passer à la régulation centralisée de tension. Alors là, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, ça s'explique assez simplement. On a des capteurs. Alors, les capteurs, bien entendu, les capteurs de précision, vous imaginez bien qu'on n'en a pas partout sur le réseau. Il a fallu effectivement mettre en place des capteurs. Alors, des capteurs U, en l'occurrence, de tension qui viennent alors, à la fois dans les installations finalement du gestionnaire de réseau de distribution, mais également dans les installations de production qui viennent donner un état du réseau à notre système de conduite. Notre système de conduite, lui, va utiliser un algorithme, on va dire un estimateur d'état, qui permet à partir de ces différents points de mesure que vous avez sur le réseau, de calculer la tension de consigne optimale au niveau du poste source. Et donc, faire transiter cette tension de consigne calculée vers le transformateur du poste source. Alors, on s'assure bien entendu que la loi locale et la loi coordonnée fonctionnent bien ensemble, que l'une ne gêne pas l'autre. Et je compléterai en disant que, eh bien, pour ce faire, pour pouvoir mettre en place ce type de solution, eh bien, le gestionnaire de réseau de distribution a dû renouveler son parc, réfléchir à un renouvellement, on va dire, de son parc de postes HTA-BT, puisqu'il fallait finalement mettre en place de nouveaux capteurs dans ces postes HTA-BT. Alors, pouvoir gérer les contraintes de tension, c'est bien. Pouvoir les anticiper, c'est encore mieux. Et c'est l'objectif de la gestion prévisionnelle, c'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'elle vise à faire, cette gestion prévisionnelle? Eh bien, elle vise à maximiser le productible des producteurs décentralisés. Elle a pour objectif de mieux gérer les travaux en concertation avec les différents acteurs, c'est-à-dire RTE, les producteurs et bien sûr le gestionnaire de réseau de distribution. Donc pouvoir finalement placer les travaux du distributeur au même moment que les périodes de moindre productible des producteurs. Cette anticipation donc des travaux, cette meilleure connaissance, on va dire, des programmes de travaux et cette gestion prévisionnelle dont je vous parle permettra bien sûr de maximiser le productible. On parle de gestion prévisionnelle moyen terme. Alors, il y a également une gestion prévisionnelle court terme, temps réel. On en a parlé un peu avant au travers des flexibilités. C'est moins mature que la gestion prévisionnelle moyen terme, mais effectivement, pouvoir gérer au mieux les flexibilités, c'est aussi un des enjeux du distributeur. Alors, revenons à la GP moyen terme. Donc, je vais avoir des programmes de travaux du distributeur, des programmes de travaux du transporteur et des programmes de travaux des producteurs. Et puis, je vais finalement trouver le meilleur moment où placer, donc en concertation bien sûr avec les producteurs, où placer ces travaux du distributeur.
Donc ça, c'est quelque chose d'important pour l'avenir, mais vous vous en doutez, il faut anticiper, donc connaître finalement les contraintes du réseau. Ça nécessite donc une évolution de l'outil d'étude du distributeur, donc ça ne se fait pas tout seul, et puis ça nécessite des prévisions de production, prévisions de consommation de l'année N-1 à la journée J-1. Je voudrais préciser quand même qu'on est dans une logique de 50-50, enfin d'un mix, d'un véritable mix. Donc il va y avoir forcément un flux qui va se réduire pour laisser la place à des énergies renouvelables, qui ne seront plus des contraintes, qui seront simplement un apport classique. Bon. Donc ce que vous voulez dire, si je vous entends bien, c'est finalement aujourd'hui, on est capable, et on entendait avec M. Roudy tout à l'heure, on est capable sans problème d'intégrer, vous le disiez au début de votre présentation. Maintenant, ma question porte plutôt sur le long terme. À quel moment il va y avoir un point d'inflexion? C'est-à-dire à quel moment vous prévoyez que la montée en charge des ENR implique, par la gestion prévisionnelle justement, implique qu'il y ait une baisse de charge au niveau du parc, on va dire, traditionnel? Alors, nous, le parc traditionnel, il n'est pas géré par le distributeur. Le parc traditionnel est raccordé au réseau public de transport et donc, nous, on récupère l'énergie par les postes de transformation, donc HTB, les postes sources dont je parlais tout à l'heure, HTB, HTA, et je dirais, on travaille avec cet input-là. Le fait que les énergies renouvelables majoritairement raccordés en réseau de distribution viennent finalement nécessitent des moyens de flexibilité par cette intermittence, puisqu'en fait c'est l'intermittence qui fait qu'on a besoin de trouver des solutions un peu plus souples, voire court terme, d'où cette gestion prévisionnelle court terme. Je pense qu'elle va arriver dès les prochaines années, c'est-à-dire que ce merit order des solutions de flexibilité qu'on met en face finalement des contraintes réseau, eh bien, il faut y réfléchir, je dirais, dès les prochaines années, sans forcément attendre 2030 et une valeur de nouveau mix. Voilà. Par contre, effectivement, en termes de solutions pragmatiques, et j'ai tendance à l'être, voilà. Aujourd'hui, c'est pas les premières solutions sur lesquelles on travaille. Pourquoi ? Parce que il nous semble d'abord qu'elle est moins d'actualité que la gestion prévisionnelle moyen terme, donc l'optimisation des travaux, et que finalement on souhaite d'abord dire que les smart grids, c'est pas un leurre, c'est pas quelque chose qu'on voit seulement dans les expositions ou dans les conférences, c'est également quelque chose qui s'industrialise, et c'était un peu l'objectif de mon intervention ici. On parle beaucoup d'éolien et de photovoltaïque, on parle pas du tout de la méta, par exemple, de la méthanisation. Ouais, biogaz, biomasse. Alors, parce que sur le c'est premier à la marge slide, aujourd'hui, mais c'est frémissant, mais aujourd'hui, on voit pas d'évolution majeure encore. Et on sait qu'en Allemagne, par exemple, c'est très développé. Les secteurs le savent, quoi. Enfin, voilà, il y a eu des appels d'offres, il y a eu, mais en termes de demande de raccordement aujourd'hui, en tout cas, c'est les deux filières que nous, distributeurs, nous vivons au quotidien comme les demandes de raccordement les plus fréquentes. D'accord. Voilà. Alors j'avais une autre solution, alors qui elle est peut-être un peu plus moyen terme, mais qui est très intéressante aussi. C'est une solution qui vise à finalement offrir des raccordements alternatifs aux producteurs qui, eux, alors c'est souvent des producteurs assez importants, qui, lors de leur raccordement, engendrent des travaux assez lourds. Alors, travaux de création, voire mutation d'un transformateur au niveau du poste source, départ dédié, c'est-à-dire création d'une ligne HTA à partir du poste source. Eh bien, pour ces producteurs-là, on réfléchit et on expérimente, dans le cadre de Smart Grid Vendée, une solution où finalement, on vient raccorder le producteur sur le départ existant. Donc, on sait qu'il crée une contrainte. Et du coup, on lui dit, mais on contractualise avec lui,
finalement une possibilité d'écréter sa puissance de production au moment où les contraintes finalement apparaissent. Donc on contractualise avec lui finalement en amont une période de moindre productible, c'est-à-dire finalement d'écrêtement en puissance active. Et ça a tendance à beaucoup intéresser les producteurs parce qu'effectivement, c'est des solutions qui permettent des raccordements plus courts et moins courts. Sur l'existant. Voilà. Bien sûr. C'est ça. Alors, pour finir, et après je vais laisser la table ronde se faire. Alors, bon, on expérimente donc des solutions, vous l'avez compris. Les démonstrateurs, d'ailleurs, sont le bon vecteur pour finalement tester toutes ces solutions. On prépare donc l'industrialisation des smart grids qui démarrera à horizon 2018. Côté distributeur. Et alors, je ne pouvais pas finir sans aborder, bien sûr, le stockage, les perspectives post-2018, étant donné la table ronde qui va suivre. Eh bien, on teste également une optimisation, enfin une facilitation, on va dire, de l'insertion du PVBT sur le démonstrateur NISGrid et une facilitation de l'intégration d'une production éolienne HTA sur le démonstrateur Ventea au travers d'une offre multiservice, multi-acteurs. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Merci de votre attention. Ben, merci beaucoup pour ces deux éclairages. Je voulais savoir si dans la salle, vous avez déjà des questions ou des remarques à faire, puisque là, on a vraiment essayé de faire un état des lieux à partir de l'existant, du réseau existant, et puis des usages, finalement, hein, en termes de distribution d'électricité. Là-bas, peut-être, monsieur, j'ai vu un bras se lever. Non, à moins que c'était simplement... Est-ce que vous avez une question pour qu'on essaie peut-être de refermer ce chapitre pour passer au stockage ? Bon, alors on va directement rentrer dans le vif du sujet, puis vous interviendrez peut-être sur la séance de questions-réponses de la fin. Donc là maintenant, c'est effectivement, on repart de la thématique de la conférence énergie renouvelable et adaptation des réseaux. On comprend bien, hein, on nous a bien expliqué comment ça fonctionnait. Maintenant, on va essayer de savoir quels sont les différents modes de stockage, qu'est-ce qui se fait ailleurs d'ailleurs. Et on va commencer avec vous, monsieur Michael Lipper, qui est, je le disais, directeur marketing et développement chez Saft, qui est un groupe spécialisé et mondial, hein, un des grands acteurs du secteur. Et j'aimerais qu'on parle un peu du marché, à la fois en termes de segmentation, quelles applications par exemple, en termes géographiques, et que vous nous disiez un petit peu comment ça va évoluer. Là, on est un peu macroscopique, hein, on essaie d'avoir une vision un peu mondiale. Oui, très bien. Enfin, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Saft est un fabricant, un industriel français, avec une bonne partie de nos usines en France, mais aussi avec au total 18 installations industrielles de par le monde. Et notre terrain de jeu ou d'opération, c'est bien sûr le monde, avec un axe Europe-Amérique du Nord qui est très fort, mais aussi Asie, évidemment. Le marché du stockage. On avait vu en introduction, et c'est très bien, bien sûr, la perspective dans le temps, et que les besoins ne sont pas les mêmes peut-être aujourd'hui en 2015 par rapport à l'évolution qu'on voit à 2030 ou à 2050. Et effectivement, on voit, si je peux parler d'un marché des systèmes de stockage pour système énergie renouvelable, hein, je fais abstraction du stockage ou des batteries pour véhicules électriques ou pour le secours, etc. Je me concentre vraiment sur la partie stockage pour énergie renouvelable et réseaux intelligents. Il est très orienté aujourd'hui sur le court terme, bien sûr, sur des besoins de réglage de fréquences, sur l'intégration journalière, sur les variabilités infrajournalières de la production éolienne et notamment photovoltaïque, sachant que globalement, il existe un parc de stockage, notamment de pompage hydraulique, qui est relativement important, qui est important en France aussi, et qui est, c'est justement ce que dit RTE, qui est suffisant pour assurer, pour compenser une variabilité pendant encore quelques temps. Donc, il est vrai que si on parle
stockage ENR. Les marchés qui se sont développés sur les 5 dernières années se sont très axés sur les batteries, effectivement, et dans les batteries, notamment les batteries lithium-ion, ça nous réjouit. C'était pas forcément, on n'avait pas anticipé cette emprise des batteries lithium-ion sur d'autres technologies, mais c'est un fait. On peut dire aujourd'hui dans le monde sont installés, si je fais abstraction du pompage et abstraction de l'air comprimé et de stockage hydrogène, par exemple, vraiment cette partie de stockage plutôt court terme, à peu près 1 gigawatt de stockage, dans la moitié en lithium-ion. Et le reste se répartit entre les batteries sodium-soufre, batteries plomb. Il y a aussi des batteries à circulation et un peu de piles à combustible. Et là, sur quel territoire, dans quel pays? Et j'y arrive. Par contre, le pipeline des projets, les projets récents, sont même à un pourcentage encore plus important en lithium-ion. Je ne veux pas dire que ça restera comme ça. Je pense qu'avec l'évolution des besoins, d'autres technologies vont se développer parce que justement, il y a des besoins différents selon les secteurs et aussi selon les géographies. D'un point de vue géographique, le marché est très dynamique en Amérique du Nord. Et en Asie aussi, notamment drivé par le Japon, la Corée. L'Europe est un bon numéro 3, sachant qu'après, il y a des marchés moins importants en Amérique latine et aussi l'Australie qui émerge. Je reviendrai, merci beaucoup, vers vous tout à l'heure. Samuel Portebeau, vous êtes analyste chez Clean Horizon, c'est un cabinet de consulting. Je voudrais qu'on fasse un peu un état des lieux à court et moyen terme de l'industrie mondiale du stockage stationnaire d'énergie. Par exemple, que se passe-t-il? Vous travaillez avec votre cabinet de conseil en Europe, mais aussi beaucoup aux États-Unis. Que se passe-t-il, par exemple, aux États-Unis? Alors, aux États-Unis, je sais pas si... Oui, ça va. Aux États-Unis, le driver principal aujourd'hui est en Californie. Donc, je vais donner un exemple en termes d'intégration du renouvelable. En Californie, il se passe ce que M. Roudil présentait au niveau des pics qui ont tendance à changer avec l'augmentation du photovoltaïque qui a été fortement développé ces 10-15 dernières années en Californie, où la consommation résiduelle est faible en milieu de journée et on a un pic en début de journée et en fin de journée. Beaucoup plus que ce que vous avez présenté, ce qui est le cas en France. Et ça, les opérateurs de réseau n'ont pas les installations de génération pour faire face à leurs prévisions à l'horizon 2018-2020 en termes de flexibilité. C'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir avoir un pic de production le soir par rapport à la journée qui aujourd'hui n'est pas possible de produire. Et en partant de ce constat, certaines entreprises d'électricité, au lieu de partir vers des solutions classiques, qui seraient des centrales à gaz, ont préféré aller vers des solutions de stockage et ont donc lancé des appels d'offres pour acheter des solutions de stockage qui sont soit centralisées. Il y a par exemple une très grosse installation de 100 MW, 400 MWh qui est prévue pour 2020, ou également plus chez des particuliers, donc du stockage distribué, qui ensuite est agrégé et qui sera utilisé pour accroître la flexibilité du système total. Ouais, parlons un peu du coup. Quelles sont les solutions de stockage qui ont une rationalité économique aujourd'hui, qui sont économiquement viables? Donc ça, c'en est une, puisque ça évite de partir vers d'autres solutions. Et l'entreprise d'électricité voit un intérêt économique à aller plutôt vers du stockage que vers des installations de pointe qui sont utilisées que quelques heures dans la journée. D'autres applications, ça va être par exemple le cas aux États-Unis, à Hawaï ou à Porto Rico, où les coûts de génération sont très importants, principalement parce que du diesel est utilisé pour produire de l'énergie, et de façon à optimiser l'utilisation des génératrices diesel, donc à essayer de les faire tourner toujours à un régime idéal, puisque une génératrice diesel, lorsqu'elle est utilisée pour faire l'adéquation entre la consommation et la production, et qu'elle ne tourne pas à son régime idéal, à une consommation qui est très élevée. Et pour éviter ça, il y a une application du stockage et de joindre du PV et du stockage
de façon à optimiser l'utilisation des gensets diesel et ainsi économiser énormément de coûts d'achat du diesel. Selon vous, quels sont les grands freins à un développement du stockage à plus large échelle? Alors aujourd'hui, il y a 3 freins principaux, on va dire. D'une part, ce sont déjà les coûts des systèmes qui sont encore chers. Aujourd'hui, un système d'essai lithium-ion, ça vaut... Donc juste le système d'essai, sans l'installation, sans la conversion, ça vaut à peu près entre 500 et 600 dollars du kilowattheure pour des gros systèmes, des systèmes de soutien au réseau. Donc, ce qui est encore cher pour la plupart des applications. Un autre frein, c'est le financement. C'est le fait que des gens qui veulent installer du stockage ont du mal à se tourner vers des banquiers qui acceptent de financer ce genre de système, puisque ce sont des systèmes qui sont plutôt récents dans ce genre d'application et qui ont besoin encore de gagner un petit peu d'expérience. Alors on sait qu'il y a des géants dans ce domaine-là. Il y a les Sud-Coréens, Samsung, LG, il y a Panasonic. Voilà. Il y a bien sûr Saft, il y a les Chinois, BYD, c'est ça? BYD par exemple. Oui, d'accord. Il y a pas mal de fabricants chinois aussi qui sont actifs dans ce domaine. Saft, on parlait de financement. Ce sont des gros investissements à réaliser. Avec quel retour sur investissement aujourd'hui? Vous parlez du point de vue de nos clients. Oui, bien sûr. Nous, effectivement, l'horizon de rentabilité recherché, c'est typiquement 5 à 10 ans. Effectivement, c'est tout notre travail aussi avec nos clients. C'est de trouver un équilibre optimum, une solution technique qui assure une viabilité dans le temps, donc une durée de vie qui est au minimum 10 ans ou 15 ans, alors qu'on a peu d'installations avec cette maturité et ce recul. Donc il faut convaincre les investisseurs et les financiers que telle installation peut fonctionner pendant 10 ou 15 ans, générer des revenus. Et puis, mais bien sûr, le point le plus difficile, c'est de trouver des revenus constants qui arrivent à rentabiliser sous 5 ans, par exemple. Donc, on va se retrouver avec un ROI sur 10 ans qui est souvent pas suffisant, pas suffisamment attractif pour disons, certains investisseurs. À long terme, quelle est votre vision de l'évolution du marché? Est-ce qu'il y aura, je dirais, toujours le même écosystème ou est-ce que à l'horizon 2030, est-ce qu'on sera toujours dans le système, par exemple, RDF? Est-ce qu'on aura une analyse de prospective? Est-ce que l'écosystème va changer? Alors, 2030, c'est peut-être un petit peu long terme pour avoir une vraie vision sans rentrer dans l'hypothétique. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le coût des systèmes baisse assez fortement. Il y a des prix qui sont annoncés par des gens comme Tesla, par exemple. Donc ça vaut ce que ça vaut, mais les prix sont extrêmement bas. On est de l'ordre de 350 $ du kilowattheure. Donc c'est quasiment une division par 2 des prix actuels. Donc si les prix continuent effectivement à baisser, ainsi il est probable qu'il y ait un développement plus important des systèmes de stockage. Ce qu'on pourrait voir par exemple, ce sont des systèmes d'autoconsommation. C'est ce qu'on voit en Allemagne par exemple. Des gens qui couplent du photovoltaïque sur leur toit avec une batterie dans leur garage pour autoconsommer toute leur production PV. Peut-être que d'ici 2030 en France, il y aura une rationalité économique qui existe déjà en Allemagne à installer ce genre de système résidentiel. Philippe Malbranche, vous êtes directeur général de l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire. Une question très simple, est-ce que le stockage est la solution unique? Est-ce que c'est la baguette magique qui répond à tous les problèmes? Prenez le micro, monsieur Portebeau. Merci aussi pour l'invitation. Le stockage, la solution unique à tous les problèmes, non. Ou intellectuellement, on pourrait dire effectivement, physiquement, on pourrait résoudre tout en stockant dans une grande boîte et en ressortant à la demande. Le problème, c'est qu'économiquement, ça passe pas du tout. Il n'y a pas de stockage unique qui réponde à la fois aux besoins en puissance, en énergie, et qui soit donc la solution unique. Je crois qu'il faut repartir à la base. On est donc l'INES et l'Institut national de l'énergie solaire, on travaille
donc beaucoup sur l'énergie solaire. L'énergie solaire est de plus en plus économique et c'est là le vrai driver. Pourquoi on intègre des énergies renouvelables? C'est pour qu'à terme, le mix énergétique reste compétitif et le moins cher possible. Il n'y a encore pas très longtemps, on était avec du photovoltaïque très cher, c'était dit à 15 centimes, à 10 centimes le kilowattheure. Les derniers rappels d'offres, on sort à moins de 8 centimes, certains sont à 7 centimes le kilowattheure. Et je peux vous dire, vu de la R&D, que ça va continuer de baisser. Face à d'autres sources d'électricité, que ce soit fossiles ou fissiles, qui toutes ont tendance à augmenter. Donc là, c'est la baisse des coûts d'exploitation qui fait que ça baisse. La baisse des coûts surtout de production des générateurs éoliens, des générateurs photovoltaïques et de la baisse aussi des coûts d'opération et de maintenance, de fonctionnement et de maintenance. Donc, comment maintenir cette énergie compétitive sans y mettre des coûts de stockage astronomiques? Parce que du stockage, on n'a pas tellement parlé de prix. De prix de revient du kilowattheure. On a parlé de capacité, mais l'usager, lui, il regarde. Et au moins cher, c'est plutôt 10 centimes, mais ce n'est pas souvent le cas. Et très souvent, on va être dans la gamme 20 à 30 centimes. Donc, c'est par rapport à une énergie qui initialement coûte 7 centimes dans les grandes centrales, on va dire 10 à 20 centimes au niveau plus petit, d'installation plus petit, le résidentiel. Vous voyez que ça fait rajouter des coûts non négligeables, ça fait au moins à minima doubler le prix. Donc il est important de réfléchir à toute autre solution que le stockage. Et c'est ce que j'ai voulu mettre donc ici sur ce slide. Il y a beaucoup de choses possibles, très économiques, avant le stockage. Alors le stockage, on va voir, c'est la solution qui vient en dernier, j'oserais dire, économiquement. Tout d'abord, tout l'enjeu, c'est tout simplement de bien gérer. On n'a pas parlé non plus ici de gestion de la demande, parce qu'on a l'impression que la demande est un peu sacro-sainte. Il y a une demande, on doit y répondre. Oui, mais on n'est pas obligé d'y répondre à l'heure où c'était normalement prévu. On peut y répondre soit tout simplement un peu avant, soit un peu après. Et là, en organisant ce décalage de quelques heures, à l'avance ou au retard, on voit qu'on fait déjà beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que j'ai cette courbe. Sur l'axe des X, c'est soit on fait un peu de gestion intelligente, soit on en fait beaucoup. On voit que ça aide tout de suite à monter. Alors, pourquoi je pars de 20%? C'est parce que le solaire sans rien faire, ça tombe, on va dire, de 9h du matin à 15 ou 16h. Donc là, il y a déjà un quart de la journée, à peu près sans rien faire, 20 ou 25% de notre demande. Parce que c'est pas forcément visible. Les 20%, c'est gestion intelligente, prévision, production et consommation, puis gestion de la demande. Voilà, c'est ce que vous avez écrit. Oui. Disons que si on gère bien, on s'aperçoit qu'on peut monter déjà à 30, 40, 50% de la couverture des besoins grâce au décalage. Je m'explique. Avec un véhicule électrique qui peut faire partie de votre demande, si vous ne faites rien, vous allez avoir 20-25% d'électricité solaire qui rentre dans la batterie de la voiture, effectivement. Si vous arrangez un peu en disant la voiture, je ne la reprends pas avant midi parce que là, je reste au bureau ou je ne la reprends pas avant ce soir, et elle sera chargée quand elle voudra, pourvu qu'elle soit chargée quand j'en ai besoin, là, on va augmenter la part solaire. Et nous, on s'est aperçu sur une flotte d'une quinzaine de véhicules qu'on arrivait facilement à monter à 75% sans stockage additionnel, uniquement avec cette gestion intelligente. Mais c'est pareil pour un chauffe-eau électrique. Vous lui dites, tu chauffes. Oui, ça existe déjà. Au moment où l'électricité solaire arrive, et ça peut être pareil avec votre congélateur, avec votre pompe à chaleur ou climatiseur, pour peu qu'il y ait éventuellement du stockage thermique associé, on s'aperçoit que cette gestion intelligente peut permettre de monter très haut dans les
taux de satisfaction. Et c'est donc ça un point très important. Oui, ça c'est l'enjeu principal. C'est effectivement les réseaux, bien gérer la demande. Les réseaux intelligents qui permettent de bien gérer la demande. Parce que pour agréger l'information, il faut avoir du recul, hein, il faut avoir des statistiques pour être sûr qu'on est quand même dans le bon scope. Parce que c'est vrai que la demande est à peu près toujours la même, hein, année après année, à part quand il y a une augmentation forte de population ou un déplacement. Bon, on sait à peu près, j'imagine, je vous pose la question, on sait à peu près ce que les Français consomment et quand ils consomment. Oui. Hein. Voilà. Oui. Donc travailler sur... Voilà, tout à fait. L'autre point, c'est tout simplement d'échanger avec son voisin. Hein, alors son voisin de palier, son copropriétaire voisin, ou son voisin de région, de village, de région ou de pays. Hein, ça va être les interconnexions. Donc je ne peux pas consommer chez moi. Mon voisin, je vous dis, mon voisin d'appartement, c'est le problème de la colonne montante. Est-ce que si moi je ne peux pas autoconsommer tout de suite, mon voisin, lui, peut-être. Ou au niveau d'une région frontalière avec une liaison transfrontalière, si moi j'en ai pas besoin, peut-être le voisin en a besoin. Donc là, toujours son stockage additionnel. Voilà. Et après, évidemment, sur la part non décalable, effectivement, le système de stockage est impératif pour atteindre jusqu'à 80-100% de pénétration des ENR dans un réseau. Donc je crois qu'il faut vraiment avoir cette perspective. Et à l'heure actuelle, je rejoins ce que disait Jean-Philippe Roudil, on n'en est pas là. Il faut savoir qu'en pénétration du renouvelable variable en France, on est quand même nettement en dessous de la moyenne européenne. Pour le photovoltaïque, on est à 1% quand l'Europe est à 3%. Et les pays qui commencent à avoir qui commencent à s'interroger effectivement sur la présence du stockage, comme l'Allemagne, l'Italie, la Grèce sont à 8% déjà. Donc nous, on est 8 points derrière, 8 fois en dessous. Donc il y a vraiment encore de la marge. Donc il faut vraiment voir ça aussi dans le temps. On a quand même quelques décennies pour se préparer. Et évidemment, on commencera d'abord par des petits stockages, parce que ce qui est cher dans le stockage, c'est la quantité. Donc c'est pour ça on parlait du lithium-ion, on peut se le payer quand c'est dans le téléphone, quand c'est dans l'ordinateur, ça va encore un peu. Quand ça arrive au niveau du véhicule électrique ou de la maison, là, on tousse un peu parce que ça coûte cher, c'est un investissement important. Donc c'est pour ça, il y a toutes ces considérations à prendre en compte avant de dire la solution, c'est le stockage. Alors, oui, la gestion de la demande, oui, j'ai oublié de le montrer. La gestion de la demande, il est important de prévoir, et donc on va prévoir ce que fait une journée solaire. Et là, on comble ce qui va être produit par le solaire par chacune des recharges de chaque voiture. Là, c'est un pool d'une quinzaine de voitures qui vient se faire charger, et on va maîtriser la recharge pour coller à la forme de production solaire. C'est comme ça qu'on arrive sur une journée à 100% de consommation solaire. Mais cette gestion de la demande, on peut la gérer autrement, et on peut dire, vis-à-vis de mon parc de véhicules, je ne paye qu'un abonnement de 3 kW ou de 6 kW. À aucun moment, je veux qu'on dépasse ça. Et j'aurai une demande qui sera organisée comme ça, sous forme rectangulaire, sans jamais dépasser une puissance max appelée de temps. L'autre forme de gestion de la demande, c'est je veux minimiser le temps d'attente de mes véhicules. Là, il me faudra un peu plus de puissance, mais à chaque fois, chacun sera chargé au plus vite. Donc, vous voyez qu'une demande n'est pas inéluctable. Une demande, ça se maîtrise. Et ça se maîtrise. Alors, toutes les demandes, évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, toutes les demandes ne sont pas décalables et aménageables de cette façon. La dernière façon, c'est on minimise le coût de la recharge, et donc je profite des heures creuses et je mets le maximum de voitures en recharge au moment de la période creuse. Donc tout ça pour dire que la demande, elle n'est jamais inéluctable et qu'on peut la décaler vraiment au moment où ça semble pertinent. Et donc tout ça, c'est des moyens d'éviter de stockage. Là, c'est un exemple qu'on a réalisé, c'est un gros stockage
Donc vous voyez qu'on n'est pas contre le stockage, hein. On en utilise aussi. Là, c'est pour assurer les services réseau, soutien plan de tension. Hein. Donc ça, c'est un stockage de lithium-ion 150 kWh pour un générateur photovoltaïque de 120 kW et le tout sur un réseau, enfin un transfo de 160 kV1 qui aide exactement à lisser et à éviter les surtensions, comme ce qui a été présenté tout à l'heure par ERDF. Et puis le stockage, bon là je ne vais pas m'étendre, d'autres personnes peuvent en parler aussi, mais ce que je veux dire c'est que le stockage, il y a énormément de technologies, et au sein d'une famille, il y a là aussi des dizaines et des dizaines de références, et il est vraiment important de, si on s'embarque sur un système de stockage, de bien choisir lequel. Là, en lithium-ion, souvent on entend parler de lithium-ion, mais là, on a une quarantaine de technologies derrière, hein, sur ces 100 références, et toutes se comportent plus ou moins différemment, en densité massique, en densité volumique, en cyclage, en cyclage, en vieillissement calendaire, donc toutes ont des comportements différents. Et c'est ça qui, à la fin de votre investissement initial, va vous déterminer la durée de vie finale du stockage. Et le coût de revient du kilowattheure, tous les petits kilowattheures qui seront rentrés, sortis, vous aurez vraiment un coût final de ce kilowattheure entrée-sortie qui dépend complètement de la durée de vie du système de stockage. Alors, aura-t-il duré 5 ans, 10 ans ou 20 ans? C'est là qu'est la question importante, justement pour déterminer l'intérêt économique de ce stockage. En tout cas, là, on travaille beaucoup sur la prévision de la durée de vie de ce stockage, en cumulant évidemment le stockage calendaire avec le stockage, avec le vieillissement lié au cyclage, et qui vous détermine donc une durée de vie, une perte, une dégradation affectée à la batterie, et donc une durée de vie. Voilà, donc quelques zooms, je crois que j'en ai fini. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus. Un commentaire, une réaction sur ce qu'on vient de voir, Michael Libert, sur le stockage qui n'est pas finalement la solution forcément unique, hein. Il y a d'autres paliers peut-être à franchir avant. Oui, 2-3 remarques. La première, évidemment, on peut avoir une vision française de la situation, c'est bien juste. Maintenant, nous, évidemment, on a une approche beaucoup plus mondiale. Et effectivement, notre pipeline, nos projets sur lesquels on travaille aujourd'hui sont beaucoup plus dans l'hémisphère sud, ils sont dans les zones non interconnectées, sur des îles où, je ne rentre pas dans le détail, mais évidemment la situation du réseau et la pénétration des énergies renouvelables et la stabilité des réseaux sont pas comme en France, et donc où utiliser du stockage, notamment pour un support en réglage de fréquence et pour compenser la variabilité très court terme, a une vraie valeur, et où aujourd'hui il y a des pays, des opérateurs qui spécifient des solutions de stockage ou de stabilisation dans leur cahier des charges. Il y a bien sûr des situations où on remplace de la génération diesel de multiples façons, hein. Et là, effectivement, en termes de retour sur investissement, c'est même assez rapide. C'est des jolis exemples qu'on met en avant, même si évidemment tout le monde n'a pas un microgrid comme en Bolivie ou en Afrique du Sud. Mais c'est aujourd'hui les projets qui font démarrer un marché et qui remplissent nos projets. J'ai une autre remarque aussi, c'est qu'on peut avoir un regard des besoins macroéconomiques, techniques, donc dire est-ce qu'on a besoin du stockage, et c'est fort justifié, mais attention, les marchés se développent aussi, même s'il n'y a pas un besoin proprement dit du système. L'exemple, l'autoconsommation en Allemagne ou dans d'autres pays. On en parlera avec Jérôme Biret dans un instant. Il y a tout simplement des consommateurs qui ont envie ou qui ont besoin, qui ont un intérêt. Or, même, notamment en Allemagne, le modèle de base, de principe d'autoconsommation est même considéré des fois comme contre-productif pour le système électrique. Et pourtant, le marché existe. Après, on essaye de joindre les deux bouts. L'autre exemple, c'est le réglage de fréquence. On a suffisamment de moyens de réglage de fréquence
disons, sur la plaque européenne. Néanmoins, il y a un business model de fournir ces services avec du stockage, parce que le stockage aujourd'hui devient plus compétitif pour ce type de service dans certaines configurations. Enfin, on ne va pas généraliser, on ne va pas demain remplacer les 300 gigas de réglage primaire par des batteries, mais il y a des projets qui sont rentables, alors qu'il n'y a pas forcément un besoin du système en tant que tel, et encore moins un besoin induit par les énergies renouvelables. Monsieur Roudy, vous vouliez réagir, puis après je demanderai à Samuel Portebeau. Après on prendra l'exemple effectivement des régions ultramarines, et puis on verra un peu aussi l'innovation dans une dernière séquence avec Alexis Gertz. Oui, rapidement, c'était sur l'autoconsommation. Moi, je partage quand même votre analyse, qui est de dire qu'effectivement, des fois, on peut avoir du développement de technologies et de solutions qui simplement répondent à un besoin sociétal, en dehors de considérations économiques propres, par exemple, au système électrique. Ça, je pense que c'est particulièrement le cas du modèle Tesla et de l'engouement que l'on a vu pour, finalement, le développement de l'autoconsommation servi par ce modèle-là. Par contre, sur ce qui s'est passé dans l'autoconsommation développée dans certains pays, par exemple l'Allemagne, attention quand même aux incidences qu'ont des dispositifs fiscaux et des dispositifs tarifaires qui font que pour le particulier, ça semble intéressant et ça fait du sens, et il y a un business model pour le particulier qui investit, mais ce business model n'est rendu possible que par des règles tarifaires et fiscales qui trouver leur domaine de validité et d'application dans un système où il n'y avait pas d'énergie renouvelable et notamment pas de photovoltaïque. Ce qui veut dire que ces mêmes règles sont fragiles au changement de ce qui va se passer sur le système, et que lorsque, par exemple, le photovoltaïque ne devient plus un élément marginal du système électrique, mais un élément prépondérant, ces mêmes règles changent. Donc ce qui s'est passé en Espagne et aussi en Allemagne, on a eu une grande partie du gain que pouvaient avoir les gens qui étaient en autoconsommation était simplement dû au fait qu'ils ne payaient pas soit l'équivalent du tarif réseau, soit l'équivalent de la CSPE, par exemple. Or, en Allemagne, la CSPE est très très chère, hein, c'est 60 € du mégawattheure, c'est un tiers de la facture, ou un quart. Donc évidemment, ça vous fait une économie qui peut être considérable et qui peut justifier que vous investissiez dans des panneaux photovoltaïques plus une batterie de stockage. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les règles changent et que progressivement l'Allemagne soumet également l'autoconsommation au paiement d'une taxe type CSPE. Les tarifs au réseau vont aussi évoluer, et dans ces cas-là, l'économie et le business model ne tient plus, quoi. Samuel Portebeau. Je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai qu'en Allemagne, aujourd'hui, le business de l'autoconsommation est soutenu par ce qui s'appelle le KfW, donc une banque d'investissement en Allemagne qui subventionne les systèmes de stockage couplés à du PV. C'est un programme qui aura lieu jusqu'en 2018. À voir s'il continuera ensuite et si le business model continuera ensuite. Il n'y a pas que la subvention de la KfW, il y a aussi le fait que les installations... Enfin, en Allemagne, le prix de l'électricité, c'est à peu près 300 € du mégawattheure. Ouais, 30 centimes. Donc 30 centimes du kilowattheure, c'est quand même considérable. Effectivement, avec ça, vous avez un business model si vous arrivez qui est quand même plus facile à atteindre si vous arrivez à autoproduire votre électricité. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur ces 30 centimes du kilowattheure? Finalement, la part qui revenait vraiment aux producteurs d'électricité était très faible. Le prix de l'électricité sur le marché, c'est quelque chose qui tourne autour de 3 ou 4 centimes. Sur les 30 centimes, c'est 10% de la facture. Par contre, 30% de la facture, c'était des taxes. Ou la taxe équivalente CSPE. Et ça, quelque part, l'Allemagne ne pouvait pas faire face à une perspective où tous les consommateurs allaient développer leur propre autoproduction et puis ne plus payer la taxe. Il faut quand même bien... ceux qui ne le faisaient pas alors auraient vu leur taxe exploser. Donc ils ont fait évoluer leur dispositif fiscal. Pour que ce soit égalitaire, oui. Voilà. Ce qui fait que il faut toujours quand même avoir en tête cet environnement fiscal et cet environnement tarifaire, et bien comprendre qu'il va évoluer dans la durée au fur et à mesure que le système électrique lui-même évolue, parce qu'il va s'adapter à ça. Merci pour ces précisions. Je voudrais maintenant me tourner vers Jérôme Biret, qui est président de la commission région ultramarine au syndicat des énergies renouvelables, qui représente aussi sa société, Quadrant. On peut en dire un mot? Bonjour, bienvenue. Bonjour. Oui, Quadrant, c'est un producteur d'électricité.
Quadrant, c'est le résultat d'une fusion d'Aérowatt et de JMB Énergie. Aujourd'hui, on pèse 400 MW, donc on est un petit gros producteur renouvelable. On est 100% renouvelable et donc présent outre-mer. Alors justement, l'outre-mer, Monsieur Lippert parlait effectivement de zones insulaires. Là, l'outre-mer, on est en plein dedans. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on observe en outre-mer? Quelles sont les difficultés qu'on rencontre? Et pourquoi d'ailleurs ce seuil de 30% qui est valable pour certaines zones et pas valable pour d'autres? Alors l'outre-mer, bon, moi je suis assez content des discussions qui viennent d'avoir lieu, puisque à la fois je suis complètement d'accord et je suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit, puisque en fait ce qui a quand même été dit aussi, c'est qu'il y avait une diversité de situations qui a amené une diversité de réponses. En outre-mer, je vous le fais simple, on est dans des zones non interconnectées qui pèsent grossièrement entre 200 et 400 MW de puissance moyenne appelée, donc des petits réseaux isolés, voire îlotés, puisque la plupart sont sur des îles. Une caractéristique, une production fossile très majoritaire et très émettrice de gaz à effet de serre, puisque on est dans les 800-900 grammes par kilowattheure d'émissions de CO2, donc ce n'est pas un détail. On est dans des niveaux de prix qui sont constatés par la CRE, qui sont de l'ordre de 200 à 250 € le mégawattheure. Et quand on secoue tout ça, on se dit, tiens, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'Europe, si ce n'est que depuis à peu près 25 ans que je travaille sur les Outre-mer, je m'aperçois que chaque fois qu'on soulève un problème en Outre-mer, on le prend en pleine figure en Europe 10 ans après. Et je suis assez intéressé de voir que RDF dit, tiens, on a peut-être des solutions, pourquoi on ne contrôlerait pas la tension sur le point d'injection d'une centrale renouvelable? Mais ça fait juste 10 ans qu'on le fait en Outre-mer, quoi, hein. SEI, on a adapté des règles nationales pour justement essayer d'utiliser au mieux les réseaux, de régler les tensions avec les outils qui sont les nôtres. Mais on a comme ça des solutions qui sont en œuvre aussi. Qui challenge un peu l'existant. Et qui challenge complètement le national. Alors le problème, c'est qu'à un moment donné, le national dit « Ah oui, mais nos règles, il faut les appliquer partout, y compris en Outre-mer. Ouais. » Donc on revient en arrière. Mais ça, c'est un petit détail de fonctionnement. Ouais, quand on a préparé cette table ronde, vous avez fait une analogie avec ce qui s'est passé dans la téléphonie. Alors bon, moi je voudrais, parce que bon, c'est peut-être ma formation qui veut ça, de journaliste, savoir un petit peu comment ça va se passer. On se souvient au départ de la téléphonie mobile de la posture et de la position d'un France Télécom, qui lui aussi gérait des réseaux, et des réseaux qui étaient aussi complexes que les réseaux d'électricité, encore que plus légers. Donc on challenge les opérateurs existants, on se dit stockage, pas stockage, autoconsommation, pas autoconsommation, parce qu'il existe vraiment un modèle français. Est-ce qu'on peut imaginer que ce modèle évolue ? Alors, vous m'emmenez sur un terrain un peu difficile. Avant d'aborder cette analogie, je voudrais juste quand même signaler un petit détail. Je vous disais 200-250 € le prix du kilowattheure. Si vous mettez sur ce prix du kilowattheure un photovoltaïque ou un éolien qui est de l'ordre de 8 à 10 centimes sur ces territoires-là, vous avez quand même une belle marge, c'est-à-dire quasiment un doublement du prix du kilowattheure pour faire du stockage et pour rester compétitif par rapport aux moyens de production actuels. Donc on est dans des territoires où la solution stockage aujourd'hui s'impose. Alors si je poursuis le raisonnement et si je vais dans votre sens, c'est vrai que nous on aime bien l'analogie transition énergétique, voire révolution énergétique et téléphonie, sous l'angle suivant. Aujourd'hui, on voit apparaître toute une série de solutions qui n'existaient pas il y a 10 ans, qui n'existaient pas il y a 15 ans. Jamais dans une enceinte comme celle-ci, on aurait parlé stockage, on aurait parlé smart grid, on aurait parlé de plein de choses. Moi j'aime bien la démarche Tesla parce que c'est une démarche qui n'est pas du tout une démarche technologique, c'est une démarche marketing. Et que Tesla, quand ils vendent une voiture à 80 000 $ ou à 100 000 $, ils ne se posent pas la question de savoir si la voiture elle est rentable ou pas rentable. Ils savent qu'il y a une frange de la population qui a envie de s'amuser à acheter une voiture électrique à 100 000 $, et puis ils la vendent, et ils la vendent pas trop mal. Et ils sont en train d'essayer de jouer quelque part un peu le même coup. Vous êtes raccordé à un réseau, mais vous inquiétez pas, on va vous mettre des panneaux solaires, on va vous mettre une batterie, et puis ça va vous coûter X milliers ou dizaines de milliers de dollars, mais après, vous serez presque en capacité de coupler le fil. Et c'est là qu'il y a l'analogie avec la téléphonie, c'est qu'aujourd'hui, on voit émerger des solutions qui peuvent amener les consommateurs
à gérer eux-mêmes leur production, leur consommation, voire même en poussant le système très très loin, en disant on s'isole du réseau. Alors je pense qu'il y aura quand même quelques étapes intermédiaires, et une des étapes intermédiaires qui arrive, et celle-là elle va arriver très très vite, et entre autres outre-mer, en disant je suis producteur, j'ai une batterie, je peux fournir 60, 70%, 80% de mon électricité, et je vais voir le distributeur en disant bah, moi là j'avais 10 kW de puissance souscrite, ça ne m'intéresse plus trop, j'aimerais bien avoir 2 kW ou 1 kW, parce que je veux assurer mon service minimum. Au pire, je rechargerai 24 heures sur 24 une batterie et ma pointe sera assurée par ma batterie. Donc, il va y avoir une relation nouvelle entre le producteur, entre guillemets, traditionnel, le distributeur et le consommateur. Et ça, on y arrive. On y arrive en Allemagne, on en a évoqué. En Italie, l'essentiel du photovoltaïque en Italie est quand même aujourd'hui installé en autoconsommation. En Outre-mer, j'y crois beaucoup. Et on va le voir se généraliser partout. On parlait des pays en développement. À l'évidence, certains pays vont aller très vite vers des systèmes autoconsommation. Alors l'autoconsommation au niveau d'une famille, au niveau d'un village, au niveau d'un quartier, je ne sais pas jusqu'où ça nous amènera, mais à l'évidence, le système, j'ai une centrale de production très centralisée et une distribution à partir de cette centrale-là, ce n'est pas forcément un modèle qu'on verra se développer en Afrique sahélienne ou ailleurs. Il y aura des réseaux, il y aura toujours des réseaux, parce qu'on en aura besoin pour assurer un certain nombre d'équilibres, mais plus comme on voit aujourd'hui de la fibre optique ou des réseaux sans fil pour relier des relais, pour assurer des ossatures. Une réaction, parce que alors, là, finalement, on a mis 1h20 pour savoir où était le débat. C'est souvent comme ça en France. Hein. Mais voilà, on voit bien où est le débat là. Hein. Non, mais c'est vrai que la perspective d'avoir un stockage stationnaire diffus généralisé pourrait révolutionner la façon dont on fait fonctionner les réseaux aujourd'hui et pourrait diminuer les besoins. Néanmoins, ce que je tiens à rajouter tout de suite après cela, c'est qu'il me semble en tout cas que pour l'instant ce qu'on voit, c'est pas ça. C'est-à-dire que le développement des énergies renouvelables et la transition énergétique que l'on a vu jusqu'à présent, c'est au contraire plutôt quand même des développements de volume très significatifs d'installations d'ENR qu'on a raccordés sur un réseau central. Et finalement, la révolution quand même par rapport aux pionniers des énergies renouvelables qui nous ont précédés dans les années 80-90, où finalement le photovoltaïque, son seul horizon de marché, c'était le off-grid. Le photovoltaïque n'a pris son ampleur que lorsqu'il s'est raccordé en plein réseau. Et lorsque il a été évacué sur l'ensemble de la plaque. Et aujourd'hui, je ne sais pas, mais si on raisonne en termes business, en termes marché, je pense que l'essentiel, mais vraiment essentiel du marché mondial des énergies renouvelables est en plein réseau. Et derrière, avec toutes les conséquences qu'on a évoquées, et notamment le fait qu'on construit quand même des infrastructures aujourd'hui pour ça, et qu'on a modifié l'exploitation du système électrique aussi pour s'y adapter. Voilà. Donc, il faut être un peu prudent sur ce qui va se passer derrière. Aujourd'hui, on est dans cette dynamique-là. C'est vrai que pour l'avenir, il faut se préparer à quand même aux choses qui vont venir. Ça va venir progressivement, mais il faut s'y préparer. Je ne sais pas exactement quelle forme ça prendra, mais il y a quelques grandes questions qu'on sait qu'il va falloir traiter, celles que j'esquissais en début, en introduction. Par ailleurs, on est bien conscient qu'effectivement, si chaque consommateur peut avoir la capacité... Enfin, si vous changez complètement le modèle et que vous n'avez plus de contraintes effectivement quasiment de puissance, mais que vous pouvez stocker votre énergie et moduler votre demande de façon considérable sur chacun des sites utilisateurs, ça aura des gros changements, j'en conviens. Mais... Pour terminer cette table ronde, j'aimerais donner la parole à Alexis Gertz, et je le remercie d'avoir patienté. Il est ingénieur attaché de direction à la CNR. Sur un focus sur l'hydrogène énergie. D'abord, bonjour, bienvenue. Peut-être un mot de la CNR déjà. Oui, alors CNR, Compagnie nationale du Rhône, concessionnaire historique du Rhône depuis plus de 80 ans. C'est aujourd'hui le premier producteur d'électricité 100% renouvelable, avec un peu plus de 3 gigawatts installés, que ce soit dans l'hydroélectrique, l'éolien ou le photovoltaïque, ce qui représente à peu près 15 TWh par an de production. Donc en tant qu'énergéticien 100% renouvelable, évidemment on s'intéresse de très près
à l'augmentation de la pénétration du renouvelable dans le mix énergétique et aux conséquences que ça peut avoir. Donc on en a déjà bien discuté aujourd'hui. On cherche à anticiper justement quelles solutions on pourrait mettre en œuvre pour adapter, permettre de réduire, de compenser en tout cas l'intermittence de ces moyens de production pour favoriser leur intégration au réseau électrique français. Et donc pour ça, on étudie plusieurs possibilités. Donc on n'a pas d'idée bien arrêtée aujourd'hui. On a bien dit qu'effectivement, il fallait explorer toutes les pistes qui sont envisageables aujourd'hui, que ce soit la gestion de la demande ou le pilotage intelligent des véhicules électriques, par exemple, mais également les moyens de stockage, donc que ce soit le stockage électrochimique ou stockage hydrogène. Donc moi, aujourd'hui, c'est un peu de ça que je vais vous parler, puisque je suis en charge à la CNR du suivi des projets hydrogène, et plus particulièrement d'hydrogène d'origine renouvelable. Alors qu'est-ce que l'hydrogène renouvelable ? Alors aujourd'hui, il faut savoir que c'est à peu près l'hydrogène est à peu près d'origine carbonée à 95%. Donc carboné, c'est en fait majoritairement issu du vaporeformage de méthane. Donc on va venir craquer la molécule de méthane pour en extraire de l'hydrogène, ce qui va émettre du CO2. Et de l'autre côté, on a à peu près 5% de l'hydrogène produit qui est issu d'électrolyse de l'eau, où là, on va venir en fait séparer la molécule H2O en oxygène et en hydrogène à partir d'électricité. Et donc, en alimentant l'électrolyseur en électricité 100% renouvelable, on peut obtenir un hydrogène qui est complètement décarboné. Et c'est un peu sur ce schéma de production-là que nous, on s'implique CNR. Et l'hydrogène énergie peut entrer dans le cycle de développement du réseau électrique ? Oui, alors c'est vrai que nous, on voit deux gros intérêts dans l'hydrogène énergie. Et le premier, en tant qu'énergéticien, c'est que l'hydrogène, c'est un moyen de stockage qui nous apparaît idéal pour stocker des gros volumes d'énergie sur des longues durées. On en a parlé, c'est vrai qu'on anticipe des périodes assez longues de variabilité, notamment dues à l'éolien, et qui pourraient être stockées grâce à ce vecteur énergétique dans le réseau de gaz. Donc là, en fait, ce qu'on appelle le procédé de power to gas, c'est venir à partir d'énergie électrique produire de l'hydrogène, donc une énergie chimique qu'on va pouvoir stocker dans le réseau de gaz naturel, soit par injection directe. Donc on va venir directement injecter de l'hydrogène dans le gaz naturel en le mélangeant avec le gaz naturel préexistant. Donc il faut savoir qu'on a déjà une petite proportion d'hydrogène dans nos réseaux de gaz. Aujourd'hui, c'est 6%, on admet, mais il y a des études qui sont en cours, notamment à travers des démonstrateurs menés par GRDF, entre autres à Dunkerque, pour essayer de voir quels sont les impacts d'un plus gros pourcentage d'hydrogène au sein du réseau de gaz naturel, pour voir quelles sont les limites. Mais on peut en fait détourner cette limite en procédant à ce qu'on appelle la méthanation. C'est en fait venir refaire du méthane à partir d'hydrogène et de dioxyde de carbone, CO2, pour refaire la molécule CH4 et finalement pouvoir l'injecter de façon illimitée dans le réseau de gaz. Donc en plus, ça permet de réutiliser du dioxyde de carbone, donc en faisant de la capture de CO2 auprès d'industriels ou autres. Donc pour nous, c'est un moyen de stocker de l'énergie, des gros volumes sur des longues durées, et c'est un moyen de mieux valoriser les énergies renouvelables, puisqu'on va pouvoir effectuer un arbitrage entre la vente d'électricité directement sur le réseau électrique, ou bien la vente d'électricité sous forme d'hydrogène, en fait, la vente de gaz auprès du réseau de gaz naturel. Et le modèle économique ? Alors aujourd'hui, le modèle économique, si on considère uniquement cette partie stockage, on est plutôt sur du long terme, puisqu'on anticipe on va dire une viabilité économique pas avant les années 2030, 2040, voire même 2050. Ça va dépendre de l'avancée des premiers démonstrateurs. Le principal facteur, on va dire, interne sur lequel on pourrait jouer, c'est évidemment les coûts d'investissement, qui aujourd'hui devraient être réduits, enfin divisés par 3 ou 4 pour arriver à avoir un prix qui soit de l'ordre de grandeur du biogaz, tel qu'il est aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose auquel croient les industriels qui commercialisent, enfin qui conçoivent et qui aujourd'hui essayent de commercialiser ces nouvelles technologies. Quelque chose qui paraît possible. Dans tous les cas, en fait, on n'est pas uniquement focalisé sur l'hydrogène en tant que moyen de stockage, mais également sur l'hydrogène en tant que carburant alternatif. Donc aujourd'hui, on a des produits dans la filière hydrogène mobilité, que ce soit pour la mobilité terrestre, mais également pour la mobilité fluviale. C'est quelque chose qui est en train de se déployer. On voit l'arrivée sur le marché des premiers véhicules
full power hydrogène. Toyota qui commence à commercialiser son véhicule Mirai, mais on a d'autres annonces de gros constructeurs automobiles. Et donc on pense, et toutes les études le montrent, que pour arriver à une certaine viabilité économique de l'hydrogène énergie dans son ensemble, il va falloir trouver des synergies entre les différentes filières de valorisation de l'hydrogène énergie, que ce soit le stockage dans la mobilité, mais également de l'hydrogène à destination des industriels qui consomment de l'hydrogène pour leur process, afin de massifier, de trouver du volume et de pouvoir avoir un effet d'échelle sur les coûts d'investissement, et donc permettre d'arriver à quelque chose. Mais bon, ça c'est pas tout. Il faudra aussi compter sur d'autres facteurs externes tels que la fiscalité sur le carbone, et également des aspects réglementaires qui sont en cours d'étude et sur lesquels il y a encore beaucoup de travail. Voilà, nous ne pouvons pas terminer cette table ronde sans parler de filières émergentes. On aurait pu parler effectivement le pompage, les pompages marins ou le système à compression d'air. Et puis il y a aussi effectivement l'hydrogène qui émerge. Enfin, là, on est dans du développement de nouvelles filières. On a quelques minutes si vous avez des questions. Est-ce que quelqu'un veut... Là-bas, monsieur, on va vous donner un micro. Je ne sais pas à quelle heure je vais interroger la technique. À quelle heure débute la prochaine conférence? À 16h. Donc on a 5-10 minutes maxi pour les questions. Monsieur, ici. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Ok. Guy Véder, Énergie Partagée. Ma première question s'adresse à M. Malbranche et à M. ERDF. Désolé, je n'ai pas noté le nom. Donc, est-ce que la problématique de l'autoconsommation très limitée, donc utilisation du réseau, ne tient pas au fait que l'autoconsommation aujourd'hui est limitée à l'autoconso par bâtiment, pour son seul utilisateur producteur? Est-ce que la solution, hormis le fait de différer les usages quand il y a effectivement des sources style solaire pour passer la machine à laver, etc., est-ce qu'au-delà de ça, il ne serait pas judicieux et grand temps que l'autoconsommation puisse être pratiquée au niveau, on parlait tout à l'heure d'un collectif avec voisins de palier, voisins de quartier, etc. Exemple, vous avez un grand centre commercial avec un super toit plat ou incliné, enfin bref, qui pourrait être une super source. Si on pouvait, on va dire, distribuer les kilowattheures aux voisins, qui pourraient en plus être financiers, enfin partiellement financiers collectifs, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'à ce niveau-là, ça ne permettrait pas, d'une part, de s'écarter de la seule solution injecter réseau, qui en plus était aussi fallacieux parce qu'à une époque, les prix étaient entre la vente et l'achat, le rachat était complètement fallacieux et on détournait la chose. Hein. Donc ça, c'est juste en passant. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait grand temps, justement, que cette autoconso puisse être élargie au niveau de quartier et village, hameau, machin, etc., pour que justement ça puisse prendre un essor et pas se limiter aux modestes 3 kW sur une maison individuelle en incrustation, en plus avec tout ce que ça engendrait. J'aurai une autre question tout à l'heure, si vous permettez, et si j'ai l'occasion. Donc déjà, à cette première question, qu'avez-vous, Monsieur Malbranche, comme moi, je vous remercie de me poser la question. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je crois que c'est vraiment une question pour notre distributeur, donc ERDF, auquel je passe la parole. Donc, effectivement, c'est la réglementation qui, n'est pas stabilisée autour de l'autoconsommation. Qu'est-ce qu'un autoconsommateur? Est-ce un autoconsommateur? Aujourd'hui, c'est un autoconsommateur individuel. Vous avez raison. Mais le travail du distributeur est de raccorder conformément à la législation. Et il y a eu un GT autour de l'autoconsommation où un certain nombre de cas d'usage ont été identifiés. Le cas d'usage que vous citez en est un. Un supermarché avec donc un industriel avec une consommation élevée et une production locale. Alors, moi, je ne dirais pas en coupant le fil, mais en gardant le fil raccordé, mais en permettant effectivement un certain niveau d'autoconsommation, c'est le devoir, j'ai envie de dire, du distributeur de les raccorder. Seulement, encore une fois, conformément
à la réglementation qui aujourd'hui n'a pas déployé tout son arsenal. Voilà. Autre question? Ici. Mademoiselle, s'il vous plaît. Il a son micro. Oui, bonjour. David Poveda, une société de Barcelone qui s'appelle Nova Energia. Est-ce que vous engagez dans l'avenir la possibilité des micro-réseaux, donc éliminer complètement les macro-réseaux, les centralisations de l'énergie avec tous les pouvoirs économiques et politiques que ça représente? Voilà. C'est simple et efficace. Oui, mais dans ce cas-là, rien de ce qu'on connaît ne ressemblera à ce monde-là. Encore une fois, aujourd'hui par exemple, on a 10 gigawatts, je vais parler que de production d'ENR, hein. On a 10 gigawatts d'éolien à peu près, qui produisent de l'ordre de 20 TWh par an, et on a de l'ordre de 5 gigawatts de photovoltaïque qui produisent de l'ordre de 5 TWh. Moi, les microgrids avec de l'éolien, par exemple, je ne sais pas ce que ça peut être. Mais l'éolien, typiquement, je ne le vois jamais sur un microgrid et une boucle locale. On parle beaucoup de concepts d'autoconsommation et tout ça. Chaque fois, c'est le concept assez basique d'effectivement de quelques panneaux photovoltaïques posés sur un toit et d'une batterie qui va avec. Je ne dis pas que ce modèle n'a pas sa place, il l'a probablement. Mais par contre, considérer qu'il ne va y avoir que ça dans le futur me semble, en tout cas, c'est vraiment une énorme rupture par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça sera une énorme rupture, pas que pour les gestionnaires de réseau, mais alors pour tous les autres acteurs du système énergétique et producteurs d'ENR inclus, quoi. Y compris les consommateurs, voilà. Oui, moi je voudrais quand même rebondir sur l'analogie télécom électricité, et là, à l'évidence, c'est limite, et si on la pousse un tout petit peu plus, je vous rappelle quand même que l'essentiel des entreprises aujourd'hui sont raccordées par des fils, que ce soit de la fibre ou autre. Et donc je pense que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, j'en sais rien, on aura un système qui sera très, très, très multiforme. Et je voudrais insister dans l'aspect multiforme sur le mix énergétique dont on ne parle pas suffisamment. Du solaire, oui, c'est probablement très bien adapté à des usages individuels et à de l'habitat relativement diffus, mais on a parlé de l'hydrogène, pourquoi pas dans les réseaux de gaz, on pourrait parler de biomasse, on peut parler de l'éolien, mais l'éolien effectivement est plutôt centralisé. Enfin, ce mix énergétique, la géothermie bien entendu, ce mix énergétique me semble fondamental. De même que je voudrais aussi souligner un point dont on ne pèse probablement pas encore l'importance, c'est la révolution attendue dans la mobilité, et en particulier les véhicules électriques et le rôle que peuvent jouer les véhicules électriques et leurs batteries, puisque c'est là que j'allais en venir, là encore probablement aussi beaucoup sur des usages individuels, mais quelqu'un qui a un véhicule qui est rechargé au bureau, qui est rechargé à la maison, qui peut utiliser à certaines heures ou à d'autres, je pense que ça peut changer assez profondément nos habitudes en termes de consommation énergétique. J'ajouterais aussi, on n'en a pas parlé, la transition d'usage, parce qu'on peut imaginer aussi que dans 30 ans, le consommateur consommera moins d'énergie. Enfin, il a déjà commencé, mais c'est aussi un élément de l'équation. Pas une inconnue, c'est un critère, parce qu'on le sait, il y a une vraie tendance qui émerge, mais on peut penser que en 2050, on n'aura pas les mêmes niveaux de consommation d'énergie, et que ça changera aussi là la façon d'envisager la distribution d'énergie, que ce soit à partir d'énergie traditionnelle ou à partir d'énergie renouvelable. On va essayer de clôturer, parce que le problème, c'est que la table ronde suivante, il faut qu'il se prépare absolument. Vous pourrez en one-to-one éventuellement poser votre question pour ne pas handicaper nos petits camarades de la suite. J'espère que cette conférence a été complète. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivie, et bon salon World Efficiency, puisque vous savez que le principe de World Efficiency, c'est un congrès et un salon avec des solutions juste en bas dans le hall 1. Merci.